Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est les mécanismes réactionnels, soit les principes de base derrière les réactions en chimie organique. Cette vidéo est donc une introduction aux réactions organiques, afin d'apprendre les concepts généraux qui vous permettront par la suite de mieux comprendre chacun des mécanismes des réactions que nous verrons. Nous définirons et distinguerons donc le bilan de réaction et le mécanisme réactionnel. Puis nous verrons la nature des réactifs qui peuvent être des nucléophiles ou des électrophiles, les types de réactions organiques, la fission qui réfère au bris de liaison et le concept d'encombrement stérique. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bilan de réaction? Un bilan réactionnel est une représentation de la réaction globale n'incluant que les réactifs et les produits finaux, sans montrer le déplacement des électrons. Il s'écrit généralement avec une flèche simple et il résume les changements chimiques en une seule réaction. À l'inverse, le mécanisme réactionnel est une représentation de l'enchaînement de chacune des réactions chimiques par lequel un changement chimique a lieu, en montrant le déplacement des électrons. Il s'écrit généralement avec des flèches doubles. Il détaille chacun des changements chimiques qui se produisent, soit toutes les étapes, incluant les intermédiaires formés durant la réaction chimique. Comme nous venons de le voir, il y a une différence de notation entre le bilan de la réaction et le mécanisme réactionnel en ce qui a trait aux flèches utilisées. En effet, une flèche simple indique une réaction qui est irréversible, qui ne va que dans un seul sens, soit des réactifs vers les produits, alors qu'une double flèche indique une réaction réversible qui peut se faire dans les deux sens. Généralement, le bilan réactionnel est représenté par une simple flèche et le mécanisme réactionnel par une double flèche. Dans un mécanisme réactionnel, des flèches courbes sont aussi utilisées pour montrer le déplacement des électrons, puisqu'une réaction chimique est essentiellement un déplacement d'électrons. Puisqu'une flèche courbe indique le mouvement des électrons, elle part toujours d'un électron ou d'un doublet d'électrons et pointe vers un atome, sans traverser la flèche de réaction. Il existe deux types de flèches courbes en fonction du nombre d'électrons se déplaçant. S'il y a le déplacement que d'un seul électron, c'est une flèche à demi-tête qui est dessinée, soit une flèche avec un seul côté de la pointe, comme ceci. Alors que s'il y a le déplacement d'une paire d'électrons, soit d'un doublet d'électrons libres, c'est une flèche courbe complète qui est dessinée. Avant de commencer à dessiner des mécanismes réactionnels, il importe de définir certains termes d'une équation chimique, surtout que certains sont spécifiques à la chimie organique. En effet, du côté des réactifs, on distingue le substrat, qui est la molécule organique de la réaction, et le réactif, qui est la molécule initiale qui débute la réaction, généralement non organique, comme le HCl dans ce cas. Au-dessus de la flèche est généralement indiqué le catalyseur, ou dans ce cas le solvant, le CCl4. Un catalyseur est une molécule qui accélère la réaction, mais demeure inchangée à la fin de la réaction et donc qui n'est pas consommée par la réaction. Contrairement à un solvant qui ne fournit qu'un milieu pour que la réaction se fasse, le catalyseur réagit directement avec le substrat ou le réactif lors de l'une des réactions intermédiaires, bien qu'il soit entièrement régénéré à la fin de la réaction. Puis à droite de la flèche de la réaction, il y a le ou les produits, qui sont les molécules produites par la réaction. En ce qui a trait aux réactifs, ceux-ci peuvent être soit des électrophiles, des nucléophiles ou des radicaux libres, que nous verrons plus tard. Un électrophile est un réactif déficient en électrons, pouvant accepter une paire d'électrons, pour former une liaison covalente. C'est généralement une molécule chargée positivement. Pour se souvenir du nom, rappelez-vous qu'électrophile signifie aimer les électrons. Donc un électrophile est attiré par l'électron, le site négatif d'une molécule. Puisqu'il va accepter des électrons, c'est aussi un acide de Lewis. Finalement, puisqu'un électrophile va accepter des électrons, cela signifie que les électrons vont vers lui. Donc la flèche courbe qui représente le mouvement des électrons lors de la réaction pointe vers l'électrophile. À titre d'exemple, le HBr est un électrophile. Puisque le Br étant très électronégatif, il attire les électrons de la liaison vers lui, ce qui crée une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène qui va être attaqué par une espèce riche en électrons. Un nucléophile est exactement l'inverse. C'est un réactif riche en électrons, pouvant donner une paire d'électrons pour former une liaison covalente. Généralement, un nucléophile est une molécule ayant des électrons non liants.
soit des doublets d'électrons libres ou des électrons pi de liaison multiples, ou une molécule chargée négativement. Pour se souvenir du nom, rappelez-vous que nucléophile signifie aimer les nucléons. Donc, un nucléophile est attiré par le noyau, le site positif d'une molécule. Puisqu'il va donner des électrons, c'est aussi une base de Lewis. Finalement, puisqu'un nucléophile va donner des électrons, cela signifie que les électrons s'en vont, donc la flèche courbe part du nucléophile. Des exemples de nucléophiles seraient une amine, puisqu'elle peut donner son doublet d'électrons libres pour former une liaison, ou l'anion OH-, qui possède une charge négative et peut donc donner un doublet d'électrons libres. Il est important de ne pas confondre le pouvoir nucléophile et la basicité, puisqu'une même molécule peut avoir les deux, comme c'est le cas de l'amine ou du OH-. Ce qui les distingue est la réaction qu'ils font. Si un nucléophile attaque un atome de carbone, une base attaque plutôt un atome d'hydrogène. En termes généraux, une réaction est une réorganisation des atomes d'une ou de plusieurs substances, à la suite d'un bris et d'une formation de nouvelles liaisons et un déplacement d'électrons. En chimie organique, il existe 5 types de réactions. Ces réactions sont l'addition, l'élimination, la substitution, le réarrangement et l'oxydation. Le type de réaction dépend de ce qui arrive au substrat. La première réaction est la réaction d'addition, qui est une réaction où le substrat, généralement composé d'une liaison double ou triple, est modifié par l'ajout d'atomes, ce qui brise le lien double ou triple. Une réaction d'élimination est l'inverse, puisque c'est une réaction où le substrat, généralement composé d'un élément électronégatif, perd un certain nombre d'atomes, ce qui forme une liaison multiple, une insaturation. Une substitution, qui est, comme son nom l'indique, une réaction où il y a remplacement, substitution d'un ou de plusieurs atomes du substrat, généralement électronégatif, par d'autres atomes. Il n'y a donc pas ajout ou retranchement de liaison, mais échange des atomes qui forment les molécules. La quatrième réaction est une réaction de réarrangement, qui est une réaction sans gain ni perte d'atomes, mais qui forme un isomère, sous l'effet de la chaleur. Tout ce qui change est la disposition des atomes dans la molécule. Par exemple, si l'on passe d'un énantiomère à un autre, il y a réaction de réarrangement. Finalement, le dernier type de réaction est la réaction d'oxydoréduction. Dans le cas de la chimie organique, seule la réaction subie par le substrat est considérée, celle-ci pouvant être soit une réaction d'oxydation, s'il y a une perte de lien CH dans le substrat et augmentation du numéro d'oxydation, ou de réduction, s'il y a gain de lien CH dans le substrat et diminution du numéro d'oxydation. La combustion est un exemple d'oxydation. Chaque réaction porte 2 noms, en fonction du type de réaction, mais aussi de la nature du réactif qui est impliqué dans la première étape. Par exemple, substitution nucléophile. Un simple moyen mémotechnique pour se souvenir des 5 types de réactions est arrose, qui est ce qu'il ne faut pas faire dans les laboratoires de chimie organique. Ici, les 5 lettres correspondent aux 5 premières lettres des différents types de réactions. Il peut vous être demandé d'identifier une réaction chimique, alors nous allons faire un exemple avec cette réaction-ci. La première étape est de déterminer le type de réaction parmi les 5 types de réactions que nous venons de voir. Il faut donc se demander quel est le type de la réaction. Dans ce cas, c'est le C4H8 qui est la molécule organique. Il faut ensuite se demander comment est modifié ce substrat lors de la réaction. Ici, le C4H8 ou but2N est modifié par l'ajout d'atomes, soit un atome d'hydrogène et un atome de chlore, et il y a bris de la liaison double, donc c'est une addition. La deuxième étape est de déterminer la nature du réactif, qui peut être un électrophile ou un nucléophile. Il faut donc se demander quel est le réactif de la réaction. Dans ce cas, c'est le HCl. Celui-ci est attiré par la liaison double du substrat, soit la partie riche en électrons. Il possède une charge partielle positive sur l'hydrogène et la flèche courbe pointe vers lui, ce qui nous permet de déduire que c'est un électrophile. La réaction est donc une addition électrophile. La fission est le terme donné au bris de liaison lors d'une réaction chimique. Si toute réaction chimique implique le bris de liaison, cette fission peut se produire de différentes façons. Précisément, elle peut être homolytique ou hétérolytique. Commençons par la fission homolytique, qui est le bris symétrique d'une liaison covalente où chacune des molécules impliquées prend un des électrons de la liaison.
Pour qu'il y ait fission homolytique, il faut que les réactifs soient neutres et un catalyseur, tel que de la platine ou de la lumière ultraviolette. Puisque dans une fission homolytique, les deux électrons de la liaison sont séparés et bougent individuellement, elles sont représentées par des flèches à demi-tête que nous avons vues précédemment. De telles réactions sont dites radicalaires, car elles produisent des radicaux libres. Des radicaux libres sont des espèces très réactives et non chargées, soit neutres, mais qui possèdent un électron non apparié dans une orbitale non hybridée, l'électron qu'ils ont pris de la liaison. Un radical libre ressemble donc à ceci. Puisque le carbone, qui fait généralement 4 liaisons, vient d'en perdre une et de gagner un électron, il y a 3 paquets. Il est hybridé sp2 et la géométrie est triangulaire plane, l'électron non apparié étant dans une des orbitales p non hybridées. En ce qui a trait à la stabilité des radicaux libres, elle dépend du degré de substitution du carbone. En effet, un radical libre tertiaire est plus stable qu'un radical libre secondaire, qui est lui-même plus stable qu'un primaire, qui est plus stable qu'un ulaire. Ceci s'explique par le fait que plus le carbone est substitué, plus il peut partager sa densité électronique, qui a augmenté en raison de l'ajout de l'électron non apparié, avec les carbones voisins, ce qui le rend plus stable. Cependant, la majorité des réactions ne font pas des fissions homolytiques, mais plutôt des fissions hétérolytiques. Une fission hétérolytique est le bris asymétrique d'une liaison covalente où une seule des deux molécules impliquées dans la réaction prend les deux électrons de la liaison. Elle implique des molécules polaires ou polarisables, c'est-à-dire où il peut y avoir une création de charges partielles. Puisque les électrons se déplacent en paires, elles sont représentées par des flèches courbes complètes. De telles réactions sont dites ioniques, puisqu'elles produisent des ions, que ce soit des carbanions ou des carbocations. Un carbanion est une molécule porteuse d'une charge négative, puisqu'elle a gagné les électrons de la liaison. Le carbone fait alors 3 liaisons et a un doublet d'électrons libres, et donc a 4 paquets, ce qui explique son hybridation sp3 et sa géométrie pyramidale. Un carbocation, lui, est une molécule porteuse d'une charge positive, puisqu'elle a perdu les électrons de la liaison. Le carbone fait uniquement 3 liaisons, et donc a 3 paquets, ce qui explique son hybridation sp2 et sa géométrie triangulaire plane. La stabilité relative des carbocations et des carbanions dépend de la résonance et de l'effet inductif répulsif. De manière générale, l'effet inductif est la déformation d'une liaison par une autre liaison polaire adjacente. Il y a l'effet inductif attractif et répulsif. L'effet inductif attractif réfère à une déformation causée par un atome électronégatif. En effet, l'atome électronégatif prend un peu de la densité électronique de l'atome voisin, ce qui diminue la charge négative ou augmente la charge positive. C'est comme s'il tirait sur les électrons. Donc, il devient lui-même plus négatif et les atomes voisins moins négatifs. Pour visualiser l'effet inductif attractif, il suffit de dessiner des flèches sur les liaisons qui vont vers l'atome électronégatif, afin de voir vers où les électrons sont attirés. Toutefois, l'effet inductif attractif ne permet pas d'expliquer la stabilité des carbocations et des carbanions. C'est plutôt l'effet inductif répulsif, qui réfère à une déformation causée par un groupement alkyle, comme un groupement CH3 ou CH2. Ce groupement alkyle, peu électronégatif, ne retient pas fortement ses électrons, alors il donne un peu de sa densité électronique à l'atome voisin, ce qui augmente la densité électronique de ce voisin et donc sa charge négative. C'est comme si le groupement poussait ses électrons vers ses voisins, devenant lui-même plus positif, alors que les atomes voisins, eux, deviennent moins positifs. Plus le carbone est substitué, plus l'effet inductif répulsif est fort. Pour visualiser l'effet inductif répulsif, il suffit de dessiner des flèches sur les liaisons qui partent des groupements alkyles afin de voir vers où les électrons sont poussés. Cet effet va avoir un effet opposé dans un carbanion et un carbocation. Pour un carbocation, plus le carbone est substitué, plus les groupements alkyles poussent leurs électrons vers le carbocation, ce qui vient diminuer sa charge positive et le rend plus stable. Ainsi, un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire, qui est plus stable qu'un carbocation primaire. Pour un carbanion, plus le carbone est substitué, plus les groupements alkyles poussent leurs électrons vers le carbanion, ce qui vient augmenter sa charge négative, le rendant moins stable.
Ainsi, un carbocation primaire est plus stable qu'un carbocation secondaire, qui est plus stable qu'un carbocation tertiaire. C'est exactement l'inverse que pour le carbocation. Le deuxième effet qui vient jouer sur la stabilité d'un carbocation ou d'un carbanion est l'effet de résonance. La résonance, qui a été vue en détail dans la vidéo 10.5, réfère à la délocalisation des électrons dans une molécule. Pour un carbocation, la présence de résonance, comme il est possible de le voir dans l'hybride de résonance, fait que la charge positive est répartie dans tout le cycle et n'est pas concentrée sur le carbone en haut. Ainsi, la charge positive du carbocation s'en trouve diminuée, le rendant plus stable. Pour le carbanion, la présence de résonance fait que la charge négative est répartie dans tout le cycle. Ainsi, la charge négative du carbanion s'en trouve diminuée, le rendant également plus stable. Ainsi, pour le carbocation et le carbanion, la résonance a un effet stabilisateur. En résumé, pour un carbocation, l'ordre de stabilité est le suivant. Un carbocation avec résonance est plus stable qu'un carbocation sans résonance. Et parmi les carbocations sans résonance, un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire qui est plus stable qu'un carbocation primaire. Pour le carbanion, un carbanion avec résonance est également plus stable qu'un carbanion sans résonance. Mais parmi les carbanions sans résonance, c'est le carbanion primaire qui est plus stable que le carbanion secondaire qui est plus stable que le carbanion tertiaire. Quel est l'effet de la stabilité d'un carbanion ou d'un carbocation dans une réaction chimique? Un composé plus stable est plus facile à former, car il a une énergie d'activation plus basse, et il persiste ou survit plus longtemps dans le mélange réactionnel. Ainsi, lorsqu'il y a deux produits, le carbanion ou le carbocation formé à l'étape intermédiaire le plus stable donnera le produit majeur, soit celui formé en plus grande quantité. Un dernier concept important à voir est celui de l'encombrement stérique, qui réfère à l'obstruction dans l'espace tridimensionnel causée par des groupes volumineux, empêchant une collision ou la rendant moins probable. Plus l'encombrement stérique est important, plus la réaction est lente. Un atome d'hydrogène, qui peut être représenté par un petit cercle, est beaucoup plus petit qu'un groupement CH3, qui peut être représenté par un cercle plus volumineux. Ainsi, plus un carbone est substitué, plus l'encombrement stérique est important, ce qui ralentit la réaction. Par exemple, dans un dérivé halogéné, dans un carbone nulaire, l'encombrement stérique est faible. L'encombrement stérique dans un carbone primaire est un petit peu plus élevé, puis il augmente de plus en plus dans un carbone secondaire et tertiaire. Comment apprendre et réviser les notions de base des mécanismes réactionnels? Tout d'abord, il est important de savoir la différence entre un bilan de la réaction et un mécanisme réactionnel. Dans les évaluations, le bilan et le mécanisme réactionnel pourraient vous être demandés, mais également le bilan uniquement ou le mécanisme uniquement, donc il faut savoir différencier les deux. De plus, pour chaque réaction que vous apprendrez au cours de la session et de ces vidéos, prenez toujours le temps d'écrire le bilan et le mécanisme dans vos notes lorsque celui-ci est à apprendre. Et comme toujours, faire des exercices est essentiel, que ce soit pour vous pratiquer à reconnaître les types de réactions ou de déterminer la nature des réactifs. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site, ainsi que le corrigé, avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu la différence entre un bilan de réaction et un mécanisme réactionnel en abordant les différentes flèches utilisées. Puis nous avons vu la nature des réactifs et les différents types de réactions. Nous avons également abordé la fission homolytique et hétérolytique ainsi que le concept d'encombrement stérique. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.